Bien, bonjour. Je pense qu'il est temps de commencer. Donc, cette année, le cours sera divisé en deux périodes, une partie au mois de novembre et une partie au mois de mars. Et la partie au mois de novembre doit servir d'introduction à un colloque qui se déroulera le 23 novembre sur toute la journée au Collège de France, dans la salle 2, et où des conférenciers de très haut niveau vont aller beaucoup plus loin que je ne peux le faire dans ces 3 heures sur des aspects spécifiques et complémentaires de ceux dont je vais vous parler, en principe pendant 3 heures, 2 heures aujourd'hui, 1 heure le 9, et la 4e heure sera peut-être, si j'ai le temps, dévolue à dire des choses sur l'actualité très récente dans la génétique de l'autisme et du retard mental, puisque c'est un domaine qui bouge extrêmement rapidement, dont j'avais déjà parlé il y a quelques années, mais ça va tellement rapidement que je pense que c'est intéressant d'y revenir. Alors, donc, si j'ai décidé de parler de ça pendant un certain nombre d'heures et d'y consacrer un colloque, c'est qu'au départ, bon, j'ai un intérêt de recherche sur la génétique du retard mental, notamment au départ lié au chromosome X. Et j'ai été très intéressé par le fait, effectivement, que pour le retard mental, et encore plus pour l'autisme, il y a un excès de mal atteint par rapport aux filles, et que finalement l'hypothèse, par exemple, que ça pouvait être une hérédité liée au chromosome X, telle qu'on la trouve dans la myopathie de Duchenne ou dans l'hémophilie qui touche spécifiquement les garçons en raison des caractéristiques de l'hérédité liée au chromosome X, eh bien qu'en fait, ceci ne pouvait expliquer que très partiellement cet excès de garçons. Et puis, effectivement, je me suis rendu compte que ces biais de sexe se retrouvent dans beaucoup de maladies humaines. Quelquefois, c'est les hommes qui sont les plus atteints, d'autres fois, c'est les femmes. Et dans certains cas, c'est des différences vraiment très importantes. Dans certains cas, on a des explications. Dans d'autres, il y a des hypothèses, des débuts de données de recherche, mais souvent pas vraiment d'explications. Alors, donc les mécanismes de biais de sexe, il y a ce qui est absolument évident, c'est que hommes et femmes, on n'est pas construits complètement pareils, qu'il y a des différences anatomiques et physiologiques, anatomiques, les caractères sexuels primaires et secondaires, sein, ovaire, testicules, prostate, du point de vue évidemment hormonal, endocrinien, il y a les hormones mâles, les hormones qui sont plus fortement présentes chez la femme. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a des différences environnementales aussi, ou culturelles, qui font qu'on en est plus ou moins exposé à des facteurs de l'environnement selon qu'on est un homme ou une femme. Et j'en donnerai, pour ces choses évidentes, juste une illustration. Le cancer le plus fréquent chez la femme, c'est le cancer du sein. Et le cancer le plus fréquent chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Et comme vous voyez, leur effet sur la mortalité est en fait très similaire, 23,4 pour 100 000 pour le cancer du sein, 23,6 pour 100 000 pour le cancer de la prostate. Donc même si effectivement il y a une grande différence dans la fréquence de ces cancers chez l'homme et la femme, est bien évidente, le résultat est un peu le même. Ce qui est intéressant, que je voulais illustrer ici, et qui est un
un exemple de l'effet sociétal et culturel sur le biais de sexe pour un cancer. C'est la fréquence du cancer du poumon chez les hommes et les femmes. Et vous voyez qu'en 1975, c'est des données anglaises, je crois. En 1975, il y avait 5 cancers du poumon chez les hommes pour 1 chez les femmes. Donc un biais de sexe très important. En 2008, ce biais de sexe a fondu. Il a fondu parce que il y a de moins en moins de cancers du poumon chez les hommes. Il y a de plus en plus de cancers du poumon chez les femmes. Et le résultat dans la population générale, une baisse significative, mais générale, parce que ça a plus baissé chez les hommes qu'augmenté chez les femmes. Et évidemment, ceci est un effet, j'allais dire, néfaste culturel de l'égalité des sexes, puisque il y a 40 ou 50 ans, les femmes fumaient moins que les hommes et fumaient moins que ce qu'elles fument aujourd'hui. Et donc, les femmes fument plus. Les hommes ont fini par comprendre quand même que, au moins à partir d'un certain âge, qu'il fallait diminuer. Et donc, on se retrouve, si vous voulez, par cet effet culturel et de société, à moduler au cours du temps, dans une même population, le biais de sexe. Donc ça montre que les effets culturels et d'environnement peuvent être très importants. Et puis il y a des mécanismes génétiques. Alors il y en a qui sont très classiques, je rappellerai simplement brièvement. Les femmes ont 46 chromosomes, dont 2 chromosomes X. Les hommes ont également 46 chromosomes, mais dont un seul X et un chromosome Y. Et donc, quand il y a une mutation qui inactive un gène sur le chromosome X, chez l'homme, il n'y a rien pour pallier, puisque c'est le seul. Ce gène n'a pas une contrepartie sur un deuxième chromosome X. Tandis que chez la femme, si elle est hétérozygote pour cette mutation, ce qui est en général le cas quand c'est des mutations très rares, eh bien, il y a le gène normal sur l'autre chromosome X qui va pouvoir compenser complètement ou partiellement. Donc, c'est l'hérédité tout à fait classique qui se trouve dans tous les livres de génétique des maladies liées au chromosome X qui atteignent donc préférentiellement ou uniquement les garçons et qui peuvent être transmises par des femmes vectrices hétérozygotes mais n'exprimant pas, en général, la maladie. Alors, ça, c'est le cas de ce qu'on appelle les maladies, disons, récessives liées au X. Il y a des maladies dominantes où le simple fait d'avoir à l'état hétérozygote chez une femme une mutation peut entraîner une expression clinique, mais à une exception ou deux après dont je vais vous parler. Ces maladies dominantes sont beaucoup plus sévères chez le garçon que chez les filles. Alors, d'autre part, pour comprendre évidemment ces mécanismes, il faut aussi se rappeler que, évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir, dans notre espèce ou dans les autres espèces qui ont comme ça un sexe chromosomique avec une différence de nombre de chromosomes entre le sexe mâle et femelle, on ne peut pas se permettre d'avoir, puisque la femme a 2 chromosomes X, d'avoir en moyenne 2 fois plus d'expression des gènes sur le chromosome X chez la femme que chez l'homme. Parce que l'expression des gènes est quelque chose qui doit être régulé de manière extrêmement précise. Et on le voit bien d'ailleurs avec la trisomie 21. La trisomie 21, c'est passé de 2 chromosomes 21, ce qui est l'état normal, à 3. Donc 50% d'augmentation. On passe de 2 à 3. Vous savez évidemment les conséquences
très sévère, non seulement sur l'aspect cognitif, mais aussi cardiovasculaire, etc., de la trisomie 21. Or, le chromosome 21 est un des plus petits, avec le 22, un des plus petits chromosomes humains, contient le moins de gènes. Et pourquoi est-ce qu'il y a peu ou pas des autres trisomies? C'est que carrément d'autres trisomies pour des chromosomes plus grands sont beaucoup plus sévères, ou même la plupart létales à l'état embryonnaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 3 chromosomes 7 ou 3 chromosomes 12. Donc, on ne pourrait pas, le chromosome X est un chromosome de taille moyenne, on ne pourrait pas se permettre d'avoir chez la femme 2 fois plus d'expression des gènes sur le X, et donc il y a un mécanisme chez les mammifères qui est celui de l'inactivation du chromosome X chez la femme, qui fait que dans chaque cellule féminine, il y a l'un des 2 chromosomes X qui est inactivé, et ceci de manière stable, c'est-à-dire que dans les cellules filles, ça sera le même chromosome X qui restera inactivé. C'est un mécanisme épigénétique, puisqu'il est stable au cours des divisions cellulaires. Et cette inactivation est au hasard, en tout cas chez l'homme, et c'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de l'ionisation, parce qu'il a été découvert initialement par une généticienne de la souris anglaise qui s'appelle Mary Lyon, qui est encore vivante. Et c'est quelque chose qui se passe très tôt autour du développement, et on en reparlera, qui peut être biaisé, c'est-à-dire qu'en principe, on peut estimer qu'en moyenne, chez une femme, il y a 50% des cellules où c'est le chromosome X maternel qui est inactivé, 50% des cellules où le chromosome X paternel est inactivé, mais en fait, soit dans l'ensemble de l'organisme, soit plus souvent dans des types cellulaires ou des tissus particuliers, on peut avoir une inactivation tout à fait biaisée qui fait que 80, 90 ou même plus % d'un chromosome spécifique est inactivé. Par exemple, ça peut être 90% du paternel. 90% du X paternel. Ah, c'est dans l'autre sens. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'avais du mal à voir dans quel sens ça marchait. Voilà, ça doit être bon. Merci. Donc, ce phénomène d'inactivation du X qui peut jouer un rôle, on verra, dans la modulation de la sévérité de certaines maladies liées au X chez la femme. Alors, c'est simplement pour rappeler que cette inactivation du chromosome X est quelque chose qui se passe très tôt dans la vie embryonnaire. Donc, quand vous avez un oocyte qui est fécondé par un spermatozoïde, si effectivement ce spermatozoïde contenait le chromosome X et un chromosome X dans l'oocyte, ça veut dire qu'on aura un zygote qui aura 2 chromosomes X. Alors, chez la souris, mais semble-t-il pas chez l'homme, il y a un mécanisme un peu particulier où il y aura d'abord une inactivation spécifique de l'X paternel, due à probablement un phénomène d'empreinte, de modification épigénétique de ce chromosome X dans le spermatozoïde. Mais évidemment, il va y avoir, puisque finalement le résultat c'est quand même une inactivation au hasard, une réactivation de ce chromosome X inactif dans les cellules de la masse embryonnaire interne. Par contre, pas dans les cellules du trophectoderme qui vont donner le placenta,
Et donc, chez la souris, mais pas chez l'homme, il y a une activation spécifique du chromosome X paternel dans les cellules placentaires du côté fœtal. Par contre, effectivement, ici, on a réactivé, donc là, il y a 2 X actifs. Et puis, très tôt au cours de cette vie embryonnaire, il va y avoir au hasard une inactivation d'un des 2 X dans chacune de ces cellules ici, qui sont en fait des cellules souches, puisque c'est elles qui vont donner tous les tissus de l'embryon et du fœtus. Et après, effectivement, on va recommencer le cycle dans la gamétogénèse. Et cette inactivation du chromosome X, d'ailleurs, lors du colloque du 23 novembre, Claire Rougel, qui est une spécialiste de l'étude du chromosome X, en parle plus, mais passe par un certain nombre d'étapes. Donc c'est un très bel exemple et très travaillé de modification épigénétique, puisque la séquence du chromosome X, telle qu'elle est définie par les A, G, C, T, ne change pas. Par contre, il y a des modifications épigénétiques au niveau de la chromatine qui empaquette le chromosome X et au niveau de l'ADN par une méthylation différentielle de l'ADN entre les régions qui sont sur le X actif et les régions qui sont sur le X inactif. Alors, ça se passe comment? C'est juste pour aller brièvement. Vous avez donc une cellule où il y a les 2 X actifs, une cellule souche embryonnaire. Tous ces travaux ont pu être faits sur des cellules souches embryonnaires de souris qui ont permis de disséquer les mécanismes. Et donc, au départ, il y a un des 2 chromosomes X qui, probablement de manière stochastique, commence à synthétiser un ARN très long, mais qui ne code pas pour une protéine. C'est un ARN structural qui s'appelle XIST pour X Inactivation Specific Transcript, un transcrit, un ARN qui est spécifique du X inactif. Cet ARN n'est pas exprimé, par exemple, chez l'homme, homme masculin. À partir du moment où un des 2 chromosomes X commence à synthétiser cet ARN va rester, structurer la chromatine de ce chromosome environnant, donc il va rester au niveau de ce chromosome X, et va initier en fait la formation d'une chromatine répressive, c'est-à-dire qui empêche l'expression génique en cis, c'est-à-dire de ce chromosome-là, avec des modifications d'histone H2, une ubiquitination, des méthylations de l'histone H3, qui vont conduire à une première étape d'inactivation, qui va se poursuivre avec d'autres modifications d'histone, qui vont conduire ensuite à une méthylation différentielle au niveau de l'ADN, sur notamment par exemple des régions régulatrices du chromosome X inactif. Et cette méthylation de l'ADN, ce n'est pas elle qui inactive le chromosome X, mais c'est elle qui stabilise cette inactivation, c'est-à-dire qui fait que vraiment, au cours des divisions successives, ce chromosome X, qui au hasard au début de la période embryonnaire a été inactivé, va rester inactif pendant tout le reste de la vie de l'organisme au travers de multiples divisions cellulaires. Alors, quelles sont les conséquences de l'inactivation du X? Eh bien, d'abord, c'est que les femmes sont des mosaïques au point de vue cellulaire. Elles ont certaines cellules qui vont exprimer les gènes sur le chromosome X maternel et d'autres cellules qui vont exprimer les gènes sur le chromosome X paternel. Alors, quelles conséquences ça a? Eh bien, imaginons que sur un de ces chromosomes X, il existe une mutation qui inactive la fonction d'un des gènes. Eh bien, la femme sera une mosaïque pour des cellules
qui expriment cette fonction et pour des cellules qui ne l'expriment pas. Alors que chez le garçon, s'il y a une mutation dans un gène qui inactive une fonction du chromosome X, c'est toutes les cellules dans lesquelles cette fonction va être inactivée. Donc, cette mosaïque va se transformer donc, en une mosaïque fonctionnelle. Vous avez un mélange de cellules qui soit ont une fonction, soit ne l'ont pas. Des cellules équivalentes, évidemment. Alors, comme j'ai dit, cette inactivation peut être biaisée, c'est-à-dire que ce n'est pas, en principe, au hasard, c'est 50-50, 50% paternel, 50% maternel qui sont inactivés, du X paternel ou maternel. Mais comme cette inactivation au hasard survient très tôt au cours du développement embryonnaire, à un moment où les cellules précurseurs, par exemple, d'un tissu donné, d'un type cellulaire donné, sont très peu nombreuses, vous pouvez imaginer très bien que si ça se passe au moment où vous avez, par exemple, seulement 8 ou 16 cellules qui sont précurseurs, par exemple, de lignées hématopoïétiques, par exemple, des globules blancs, eh bien, sur 8 cellules, ça peut être 4 et 4 au hasard, mais ça peut être 3 et 5, 2 et 6, ou même de temps en temps 1 et 7, ou même de temps en temps 0 et 8. De manière, évidemment, de plus en plus, de moins en moins fréquente, plus vous éloignez de la moyenne, mais ça veut dire que simplement par un effet stochastique, vous pouvez, si on teste dans les globules blancs l'inactivation du X, on va trouver environ, je crois, 20% des femmes pour lesquelles il y a une inactivation biaisée, soit favorisant l'X paternel, soit l'X maternel, du type, par exemple, 80% de l'un, 20% de l'autre. C'est beaucoup plus rare d'avoir une inactivation biaisée du type 95% et 5% ou 100% 0. Donc ça, c'est cet aspect stochastique. Une autre possibilité qui fait biaiser l'inactivation du X en faveur d'un ou de l'autre chromosome parental, chromosome X, c'est si ce chromosome X, un de ces chromosomes X, est porteur sur un de ces gènes, ou sur plusieurs gènes, de mutations ou de variants qui vont affecter la croissance cellulaire ou la survie de cellules, soit au niveau de l'organisme entier, très tôt dans l'embryogenèse, soit, par exemple, dans une cellule spécifique. Par exemple, dans les lymphocytes T, il y a des exemples bien connus de mutations qui sont responsables d'immunodéficience liée au chromosome X, et c'est des mutations qui vont diminuer beaucoup le développement des lymphocytes. Dans certaines maladies, c'est des lymphocytes B et T, dans d'autres, c'est juste des lymphocytes T. Eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des femmes vectrices, tous les lymphocytes qui sont cibles fonctionnelles de cette mutation, eh bien, sont porteurs d'une inactivation biaisée qui va faire que c'est le chromosome X normal qui est actif et le chromosome X anormal qui est complètement inactivé. Et ceci, c'est un phénomène de sélection, parce que si au départ, vous avez 50% de précurseurs de lymphocytes qui ont l'X muté actif et 50% qui ont l'X normal actif, ceux qui ont l'X muté actif ne vont pas pouvoir se diviser, et donc il n'y aura plus, dans le compartiment de globules blancs, il n'y aura plus que les lymphocytes qui portent le chromosome X actif non muté, et de cette manière, ces femmes n'auront aucune expression clinique, parce que finalement, leur système immunitaire est totalement normal, parce qu'il y a eu sélection en faveur des lymphocytes qui sont complètement normaux. Donc, si vous voulez, tout ceci, c'est des phénomènes qui peuvent moduler
l'expression clinique lors de mutations liées au chromosome X chez les femmes, mais notamment l'aspect stochastique, donc je vous ai dit qu'il est déterminé très tôt au cours de l'embryogenèse, donc quand il y a peu de cellules et donc avec possibilité de biais stochastique, fait qu'il y a une plus grande variabilité phénotypique quand vous avez des maladies liées au chromosome X qui ont une expression clinique chez les femmes. Cette expression clinique va souvent être très très différente entre des formes asymptomatiques et des formes qui sont quasi aussi sévères que chez le garçon, avec la moyenne étant moins sévère que chez le garçon. Alors, juste une autre chose pour interpréter effectivement les effets dominants ou non chez les femmes de mutations liées au chromosome X, c'est de se poser la question: est-ce que la fonction qui est touchée par une mutation est une fonction qui est nécessaire dans chaque cellule d'un tissu donné, et chaque cellule a besoin pour elle-même de cette fonction, c'est ce qu'on appelle une fonction cell autonomous, autonome cellulaire, ou au contraire, cette fonction est une fonction qui est utile pour tout l'organisme, par exemple parce que c'est la synthèse d'un facteur de coagulation, c'est la synthèse d'endocrine ou d'une enzyme qui va synthétiser ou cataboliser certains métabolites. Et ça fait la différence. Pourquoi ? Parce que si c'est, par exemple, comme dans l'hémophilie, ça touche un gène qui est responsable de la production et de la sécrétion d'un facteur de coagulation, eh bien, une femme où 50% des cellules hépatiques qui sont censées produire ce facteur de coagulation ne sont pas capables de le produire, éventuellement, ça fera qu'il y a peut-être que 50% de ce facteur de coagulation circulant, mais ça n'entraîne pas, en fait, d'hémophilie. Par contre, si vous avez une fonction autonome cellulaire, et par exemple que vous êtes, comme dans le cadre du retard mental avec X fragile, avec une protéine qui est nécessaire dans chaque neurone, ça veut dire qu'il y aura, chez cette femme porteuse d'une mutation X fragile, en moyenne 50% de neurones dysfonctionnels parce qu'ils n'ont pas cette fonction qui est nécessaire pour une bonne plasticité synaptique des neurones. Donc, si vous voulez, il y a une grande différence entre est-ce qu'on a une fonction qui est vraiment nécessaire dans la cellule elle-même et quelle est la conséquence pour la cellule elle-même, ou si c'est simplement quelque chose qui sert au reste de l'organisme et où, donc, chez la femme vectrice, il y aura une diminution, mais une diminution, c'est souvent, quand même, comme on voit pour les maladies autosomiques récessives, vous avez 50% de la fonction d'un gène, c'est encore, pour la plupart des gènes, largement suffisant. Bien, donc, maintenant, cette introduction un peu longue, c'est pour essayer de voir maintenant, pour un des biais de sexe auquel on va s'intéresser, qui est celui dans le retard mental, déficience intellectuelle. Aux États-Unis, on n'a plus le droit de dire, ou en Angleterre, on n'a plus le droit de dire retard mental. Il y a même une loi qui est passée aux États-Unis que si vous avez un financement venant de l'État, vous n'avez pas le droit dans vos articles de parler de retard mental parce que c'est considéré comme injurieux. Et donc, maintenant, dans les pays anglo-saxons, on ne dit plus que intellectual deficiency, ou disability, intellectual disability, pardon. On n'a plus le droit de dire mental retardation. Et l'autisme. Alors, le retard mental, j'y reviendrai, il y a environ 1,3 à 1,4 garçons atteints pour une fille. Et ça, c'est des statistiques depuis le début du XXe siècle, ça a toujours été retrouvé. Et
je vous indiquerai un peu quelles avaient été les hypothèses. Et à un moment, on s'est dit, effectivement, du retard mental lié au chromosome X pourrait expliquer peut-être cet excès de mal. Quand on parle de l'autisme, vous savez que c'est une pathologie dont on parle beaucoup, cet excès de mal est encore plus fort. En moyenne, il est de 4 garçons pour une fille. Mais avec des différences. Vous savez que l'autisme, c'est un déficit dans les interactions sociales, notamment. L'intérêt qu'on l'on porte à l'autre, la manière de communiquer, la communication, l'intérêt qu'on a pour les autres. Et il y a en fait, grossièrement parlant, 2 types d'autisme. Il y a beaucoup de patients autistes qui ont aussi un déficit intellectuel et cognitif qui peut être important. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'autisme avec retard mental ou avec intellectual disability. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'autisme de haut niveau, ou qu'on appelle aussi le syndrome d'Asperger. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont pouvoir s'exprimer, ont un langage correct, qui n'ont pas de déficit cognitif global, mais qui ont des intérêts très étroits pour certains aspects et qui par contre, communiquent peu avec ou pas avec leur entourage. Donc c'est le syndrome d'Asperger. Eh bien, donc quand on prend cette moyenne de 4 garçons pour une fille pour l'autisme, en fait, si on commence à diviser entre autisme avec retard mental ou autisme de haut niveau Asperger, on voit que autisme avec retard mental, c'est 2 contre 1, donc pas trop différent du retard mental seul, mais enfin, c'est quand même plus élevé. On était à 1,3, 1,4, et on passe à 2. Par contre, le autisme de haut niveau, le syndrome d'Asperger, c'est 6 contre 1 par rapport aux définitions cliniques généralement acceptées de l'autisme. On a 6 fois plus de risque d'être autiste avec un syndrome d'Asperger si on est un garçon qu'une fille. Et donc, quel est le rôle de mutation, j'allais dire causale? Qu'est-ce que ça veut dire une mutation causale? C'est-à-dire, vous pouvez dire que voilà, c'est parce que dans un gène, il y a une mutation, ça entraîne à 100%, ou en tout cas avec une très haute fréquence, la pathologie particulière. Alors, juste, oui, non, je reviens sur cette dia, puisque sur cette dia, vous avez, qui est peut-être difficilement lisible, mais vous avez les maladies neurologiques et psychiatriques pour lesquelles il y a des biais de sexe. Et vous voyez qu'en fait, il y a énormément de maladies, soit certaines, comme le syndrome de Rett dont je parlerai, c'est même, je dirais, par définition, le syndrome de Rett, c'est quelque chose qui s'observe uniquement chez les filles. Okay, c'est une maladie neurodéveloppementale, donc 100% de filles pour 0%, 100 contre 0 pour le ratio femme-homme. L'anorexie, par exemple, 93 contre 7, c'est-à-dire qu'il y a près de 15 fois plus d'anorexiques qui sont des filles que des garçons. Alors, est-ce que c'est génétique, physiologique, endocrinien, ou culturel, environnemental, ou un mélange des trois? Alzheimer, c'est à peu près 3 fois plus de femmes que d'hommes. Le retard mental, par contre, là, on shift, c'est 1,5 fois plus d'hommes que de filles. La maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, qui est cette maladie neurodégénérative des motoneurones, qui est une maladie terrible, qui progresse très rapidement, qui survient en général vers la cinquantaine, soixantaine. Vous voyez que là, c'est aussi 1,5 à 2 fois plus chez les hommes que chez les filles. L'autisme, je l'ai dit, 4 à 1. Le syndrome de Gilles de la Tourette,
c'est ce syndrome où il y a des tics et on dit des gros mots. Et on pense que André Malraux, notamment, était atteint d'un syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, on peut être un grand homme et avoir le syndrome de Gilles de la Tourette. C'est 9 hommes contre une femme. Donc, si vous voulez, pour la plupart de ces choses, on n'a pas ou peu d'explications. J'en donnerai pour Rett, on en a une, mais pour le reste, on n'a pas d'indication. Alors, s'il y a des flèches, c'est tout simplement soit des choses dont je vais parler pour le syndrome de Rett ou pour le retard mental, mais surtout, tout le reste, c'est des choses qui vont être développées au cours du colloque du 23. Donc, vous voyez, on parlera d'autisme, de la maladie de Hirschsprung, qui est ce qu'on appelle le mégacolon congénital, qui est une déficience d'innervation du côlon, qui entraîne une constipation congénitale. Eh bien, la maladie de Hirschsprung, qui est une maladie congénitale, est 4 fois plus fréquente chez les garçons que chez les filles. Il n'y a pas vraiment, à l'heure actuelle, d'explication, il y a des hypothèses. Et donc Stanislas Sionnet en parlera, retard mental. Le syndrome de Kalman, qui est un syndrome qui est lié à des anomalies de migration neuronale et notamment de neurones olfactifs, mais où vous avez à la fois des anomalies de développement sexuel et des anomalies de l'olfaction, qui est plus fréquent chez les garçons. Une maladie tout à fait étonnante, dont je vais parler un peu, mais donc Christelle Depienne, qui a fait un très joli travail, disons, au moment de la découverte de cette maladie, c'est une découverte récente, en tout cas du mécanisme moléculaire de cette maladie. C'est une forme d'épilepsie liée au chromosome X, tout à fait étonnante, puisque seules les filles sont atteintes et les garçons qui sont porteurs de la mutation n'ont strictement rien. Donc c'est tout à fait le contraire de tout ce que je vous ai expliqué pendant un quart d'heure, que sur le chromosome X, c'est les garçons qui sont atteints et les filles sont moins atteintes. Et là, c'est que les filles qui sont atteintes et les garçons, même porteurs de la mutation, n'ont rien. Donc là, il y a un mécanisme tout à fait intéressant. La sclérose latérale amyotrophique et, par exemple, puisque la sclérose en plaques est aussi une maladie qui touche la myéline et qui est 2 fois plus fréquente chez les femmes, nous aurons quelqu'un qui regarde du point de vue fonctionnel sur le rôle des hormones stéroïdes dans le dimorphisme sexuel de la myéline. Alors, juste l'histoire, oula, ça prend beaucoup de temps, de l'histoire et de l'épidémiologie du retard mental lié au X est intéressante. Donc, comme je l'ai dit, à partir de 1900, et de manière récurrente dans tous les pays, en tout cas dans tous les pays occidentaux européens, où on faisait des statistiques sur quels étaient, je dirais, les pensionnaires des institutions pour retardés mentaux ou des écoles spécifiques pour personnes avec déficit cognitif, eh bien, d'une manière générale, de 1900 à 1960, toutes les études épidémiologiques concluent qu'il y a un excès entre 1,3 et 1,5 de garçons dans les institutions pour handicapés mentaux. Alors, quelle est l'explication ? Eh bien, les gens pensaient qu'en fait, c'était une explication sociale, c'est-à-dire qu'en fait, on mettait plus facilement les garçons qui avaient des problèmes cognitifs dans les institutions, et les filles, on les gardait à la maison, donc il y avait une espèce de biais, c'est tout simplement regarder dans des institutions, mais c'était un biais social. Alors, la première étude d'épidémiologie et d'épidémiologie génétique, bien que la génétique était à ses balbutiements, a été faite par Leonard Penrose, un grand généticien anglais, qui a fait une analyse de 1280 cas de retard mental. Et vous voyez, c'est une étude clinique et génétique. Et c'est d'ailleurs cette étude qui a permis d'observer la première fois que ce qui n'était pas encore les trisomiques 21, mais qu'on appelait en Angleterre Down syndrome ou mongolisme en France, eh bien, c'est lui qui a vu que c'était des enfants qui venaient de mères âgées. Et c'est cette étude épidémiologique qui a dit, tiens, il y a un rapport entre cette forme de retard mental spécifique, cliniquement détectable,
et l'âge maternel. Donc, Leonard Penrose remarque lui aussi, évidemment, qu'il y a plus de mâles avec un handicap mental que de femmes, mais dans son livre de 1938, dont j'ai une copie, sur un certain nombre d'arguments, je dirais, d'épidémiologie, il conclut qu'il n'y a pas vraiment de preuves ou d'éléments de preuve pour suggérer que c'est une hérédité liée au chromosome X, donc liée au sexe, qui est responsable de cet excès de mâles. Donc pour lui, c'est pas le chromosome X qui est en question. Donc ça, c'est en 1938. Pourtant, disons, à partir, donc c'est 38, mais à partir des années 40, 43, c'est le premier, il y a des généticiens qui décrivent des grandes familles où visiblement il y a une hérédité de retard mental liée au chromosome X. Donc ça existe, le fait que ça existe ne veut pas dire que c'est important, mais en tout cas, ces familles sont décrites, et le premier article, c'est en 1943 par des généticiens anglais, et où voilà, une famille avec un déficit mental montrant une hérédité de type lié au sexe. Alors juste pour la manière, je vous ai dit qu'on n'a plus le droit de dire retard mental, le papier commence « The following history of imbecility in 11 males of 2 generations was brought to our notice ». Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on commencerait un papier maintenant. Ça, c'était 1943. En 1944, auteur américain qui écrit un arbre généalogique de dystrophie musculaire avec imbécilité. Donc, vous voyez, à l'époque, le mot imbecility en anglais était en tout cas quelque chose qui faisait partie du langage scientifique, ce qui, évidemment, ne l'est plus maintenant. Et bien que ça avait l'air, là, on voit les petites flèches vers le haut, c'est les garçons, évidemment. Donc, on voit que tous ceux qui sont en noir sont des garçons. Ça, visiblement, suit une hérédité liée au chromosome X, mais ils n'osent pas trop quand même se mouiller, showing supposedly sex-linked type of inheritance. Hein, ça ressemble à du XR. Et donc, c'est d'ailleurs un arbre généalogique qui est reproduit dans un autre livre de Penrose, en 1972, The Biology of Mental Defect. Et dans ce livre de Penrose, donc, dont la 4e édition paraît en 1972, malgré ces familles dont il parle dans son livre, il continue quand même à dire « There is no… » alors c'est « outstanding tendency », il n'y a pas d'effet majeur pour des gènes liés au sexe, et donc liés au sexe et liés au chromosome X, pour influencer la génétique du retard mental. Hein, donc ça c'est… et il revient à dire que c'est probablement une forme of social selection, donc comme je vous avais parlé, c'est un biais social. Voilà. Alors, il y avait aussi quelque chose d'autre qu'il discutait, c'est que quand on fait la courbe de QI chez les garçons et chez les filles, celle chez les garçons est plus étalée aux deux extrêmes. Donc il y a plus de variabilité du QI, à la fois dans les QI très faibles et, semble-t-il, aussi dans les QI particulièrement élevés. Alors ça, Penrose, donc ça a été aussi observé, dit mais que comme les tests d'intelligence ont été faits par des mâles, par des hommes, leur contenu, vous voyez, c'est déjà, il avait reconnu le fait que les tests ne sont pas complètement neutres, il avait reconnu le fait que leur contenu pourrait favoriser le succès des hommes à l'extrémité haute des tests de QI. Mais en tout cas, il conclut qu'il n'y a pas de
vraiment d'outstanding effects de sex-linked genes. Et ça commence à changer vers les années 70, et notamment par une thèse d'un psychologue qui devait faire un PhD, et il contacte un grand généticien qui s'appelle Opitz, et Opitz lui dit, tiens, pour votre thèse, vous pourriez étudier, j'ai quelques généalogies qui montrent vraiment, comme celle que je vous montrais, une hérédité liée au chromosome X. Et donc, ce monsieur Lerck, qui est donc un psychologue, fait cette thèse où il dit, finalement, l'excès de retard mental et notamment de déficit du langage chez les garçons, eh bien, c'est certainement lié au chromosome X, c'est de l'hérédité liée au chromosome X. Il montre tous ses pédigrés, et voilà. Alors, cette thèse fait tellement scandale qu'il a du mal à la passer, qu'il a du mal à la publier, et il met 4 ans pour arriver à faire un petit papier, et où tout de suite il y a des gens qui disent, qui répondent dans le même journal que ça ne tient pas, que ça, c'est pas possible. Et cette thèse est publiée sous forme de livre en 1974, où il dit, voilà, c'est pas compliqué, l'excès d'hommes, c'est du retard mental lié au X, et donc le retard mental lié au X expliquerait 30% du retard mental chez les garçons, parce qu'il explique l'excès, donc 30% du retard mental. Et à partir des années 75-80, notamment par la découverte du test qui permet d'identifier le syndrome le plus fréquent de retard mental lié au X, qui est l'X fragile, en 77, il y a un intérêt croissant pour le retard mental monogénique. On identifie ces familles, on recherche des gènes, notamment à partir des années 90 et surtout 2000, avec l'hypothèse que ceci pourrait expliquer l'excès de garçons avec retard mental. Et donc, je vous avais parlé de cette première maladie, le syndrome de l'X fragile, dont j'ai déjà parlé souvent dans mes cours, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, là j'en parlerai quasiment pas, dont le gène a été identifié il y a exactement 20 ans, et la mutation par expansion. Eh bien, en fait, on s'est aperçu que cette première famille de Martin and Bell de 1943, 40 ans après, il a pu être monté que c'était effectivement parce qu'il y avait encore des personnes de cette famille qui étaient vivantes et qu'on a pu tester qu'effectivement, ils avaient ce syndrome X fragile. Donc, si vous voulez, c'est un diagnostic qui s'est fait rétrospectivement 40 ans après. Donc, ce retard mental lié à l'X fragile qui est particulièrement fréquent, qui est la forme la plus fréquente de retard mental familial, mais qui n'explique quand même qu'environ 2 à 2,5% des garçons avec un retard mental. Donc c'est une forme particulièrement fréquente, mais ça fait que 2 à 2,5%. Et puis, un autre exemple, j'avais montré cet article, cette famille publiée en 1944 sur l'imbécilité avec dystrophie musculaire. Eh bien, là aussi, 60 ans après, un gène est trouvé dans des familles qui montrent ce type d'expression clinique, avec une hypotonie musculaire et puis ce retard mental. Et surtout, la famille initiale, là aussi, il restait des personnes survivantes avec retard mental de cette famille, et ils ont pu montrer qu'effectivement, cette famille et toute une série d'autres étaient dues à une déficience d'un gène sur le chromosome X, qui est un transporteur d'hormones thyroïdiennes qui permet à l'hormone thyroïdienne de rentrer dans les cellules et probablement notamment dans les neurones. Et donc, c'était une autre illustration d'un syndrome plus rare, mais où il y a quand même un certain nombre de familles qui ont été identifiées. Et je parlerai d'un troisième, je ne vais pas faire... il y a plus de 90 gènes connus de retard mental lié au X, donc je ne vais pas vous faire, évidemment, raconter tous les détails sur chacun d'entre eux, mais celui-là est particulièrement intéressant. Il a été identifié comme gène responsable de retard mental sur le chromosome X, je crois, en 2002 ou 2003. Et il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce gène. C'est un régulateur transcriptionnel, donc c'est quelque chose qui, au cours du développement,
va réguler l'expression d'autres gènes, et donc important dans la régulation d'expression dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle un gène à homéobox, le gène Aristales. Alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'il y a différents types de mutations dans ce gène qui vont avoir des effets phénotypiques très différents, allant de ce qu'on appelle un retard mental non spécifique, c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment de signes cliniques très, très particuliers, mais qui peut être associé à des formes d'épilepsie, à ce qui est le plus fréquent, effectivement, c'est un retard mental avec des mouvements dystoniques des mains, c'est-à-dire que là maintenant les cliniciens disent qu'on demande aux gens de prendre un crayon ou de prendre une tasse de thé, et on s'aperçoit tout de suite de cette manière un petit peu, donc de cette dystonie, mais dans des mouvements fins des mains, qui suggèrent effectivement ce diagnostic, et jusqu'à, quand c'est des mutations qui sont des pertes de fonction du gène, ce qu'on appelle une lysencéphalie, c'est-à-dire une anomalie grave de migration neuronale très tôt au cours du développement du cerveau, et donc une lysencéphalie, c'est quelque chose qui entraîne effectivement un état quasi végétatif, parce que le cerveau ne fonctionne absolument pas. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, c'est un des gènes de retard mental lié au X, à part l'X fragile, qui est le plus fréquemment muté, et ceci parce que là aussi, des aspects d'expansion. Dans la séquence codant pour la protéine, il y a deux séquences qui codent, ici A et B, pour des polyalanines, c'est-à-dire pour des répétitions de l'acide aminé alanine. Et ces répétitions peuvent augmenter de taille, et notamment la répétition B, la mutation la plus fréquente, c'est une duplication de 24 nucléotides, ça veut dire, puisque le code génétique est triplet, 24 nucléotides, ça correspond à 8 acides aminés. On passe d'une série à l'état normal de 12 alanines à une série de 20 alanines dans cette protéine, et ça suffit pour donner effectivement ce retard mental avec quasi tout le temps une dystonie des mouvements des mains. Quand l'augmentation de polyalanine se produit dans la région A, ça donne en général des choses plus graves, avec notamment une forme d'épilepsie infantile, qui est une forme de ce qu'on appelle le syndrome de West. Alors, pourquoi je parle de ce gène ARX? C'est que il se trouve que j'avais un jour à reviewer pour un journal de génétique un article qui avait essayé de trouver cette mutation qui était retrouvée très fréquemment, enfin disons environ dans 8% des familles, 8% des familles, avec vraiment un arbre généalogique montrant une hérédité de retard mental lié au X. On retrouvait fréquemment c'est ici effectivement 7%, dans ces familles cette duplication du gène ARX. Donc, comme c'était une mutation bien précise, c'était assez facile de la regarder dans des cohortes plus importantes de retard mental. Et par exemple, il y avait plus de 1500 mâles avec retard mental qui avaient été, pour lesquels on avait recherché dans différents laboratoires cette mutation, cette duplication. Et en fait, sur les 1500, il y avait seulement 2 qui avaient été retrouvés avec cette duplication. Et ça m'avait un peu étonné. Et j'ai fait un petit calcul très simple en regroupant toutes les données, donc ce qu'on appelle une espèce de méta-analyse, toutes les données qui avaient été publiées. Et ce que j'ai conclu, c'est qu'effectivement, donc, quand on voit un arbre généalogique qui est sûrement un arbre généalogique de maladies liées au chromosome X avec retard mental, on a environ 7% de chances de trouver cette duplication d'ARX. Quand on a simplement ce qu'on appelle des CIPER, c'est-à-dire 2 garçons atteints de retard mental, et qu'on cherche, eh bien, en fait, on en trouve très peu, et quand on regarde des mâles avec retard mental, on en trouve beaucoup moins, et
ça ne collait pas avec l'hypothèse que 30% du retard mental chez les garçons serait lié à des mutations du chromosome X. Et donc, en reprenant ces données, j'ai conclu que le retard mental monogénique lié au X ne peut expliquer que au mieux 10% du retard mental chez les garçons. C'est vraiment au mieux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 20 ou 30... sur l'excès de, je vous dis 1,3, 1,4, on explique que 10%, ça veut dire 1,1, et il reste 20 à 30% d'excès qui n'est pas expliqué par du retard mental lié au X, donc il faut trouver d'autres explications. Donc ça, c'est pour le retard mental lié au X. Alors, juste pour vous dire que, évidemment, au fur et à mesure qu'on séquence de plus en plus de gènes, en 2009, il y a un papier du Sanger Center, le grand centre de génomique en Angleterre, qui a séquencé systématiquement quasiment tous les gènes du chromosome X sur 200 familles avec retard mental possiblement lié au X. Ce n'étaient pas toutes des familles où on était sûr de la ségrégation, mais des familles de type aussi si pair. Ils ont trouvé encore toute une série de gènes, ce qui fait un total d'environ 90 gènes de retard mental lié au X, mais ceci n'expliquait que finalement 25% des familles qu'ils avaient étudiées. En fait, c'est probablement un peu plus, parce que il y a des données qu'ils avaient où on n'était pas sûr qu'une mutation était vraiment une mutation, mais disons, ça n'expliquait pas, et de loin pas, toutes les familles. Et donc, ils essayaient de comprendre pourquoi ça n'explique pas toutes les familles. Ils disent, bon, c'est parce que notre analyse moléculaire est incomplète. On n'a pas fait tout à fait tous les gènes pour des raisons techniques. Il y a les séquences non codantes qu'on n'a pas étudiées. Il peut y avoir des mutations là-dedans. Des duplications géniques qui pourraient inférer sur la fonction du gène par cette technique peuvent être non détectées. Il y a par exemple des gènes qui codent pour des ARN non codants qui n'auront pas été analysés. Donc ça, c'est une possibilité. On n'a pas fait une analyse complète. Mais l'autre possibilité, c'est ce que je vous avais dit, c'est qu'une proportion de familles suggérant une hérédité liée au chromosome X n'en est peut-être pas, parce que ça peut être soit par chance, ou par malchance plutôt, que vous avez plusieurs enfants atteints, ou 2 enfants atteints, 2 garçons atteints avec un retard mental, et que c'est en fait des retards mentaux sporadiques, ou ça pourrait être dû par exemple à une hérédité autosomique récessive, où par hasard il y a 2 ou 3 garçons qui sont atteints. Voilà, donc on en est à 90 gènes actuellement, mais qui n'expliquent que, disons, peut-être 50% du retard mental lié au X, ou possiblement lié au X, donc c'est ce que je vous avais dit. Il y a une dizaine de gènes qui ont été identifiés par un laboratoire à Berlin, le Max Planck Institute of Human Genetics à Berlin, mais qui n'est pas encore publié. Et puis, le fait qu'il y a autant de gènes qui sont impliqués dans un retard mental sur le X a fait se poser à certains la question, est-ce qu'il y a plus de gènes qui sont impliqués dans le retard mental sur le X, ou c'est simplement, comme c'était plus facile d'aller commencer à regarder sur le X parce qu'on avait ce patron d'hérédité liée au sexe reconnaissable, on a commencé à chercher là. Donc est-ce qu'il y a une plus haute fréquence de gènes impliqués dans le retard mental? Et donc, on se dit, si le gène est impliqué dans le retard mental, c'est qu'il est peut-être impliqué dans des mécanismes liés à la cognition et l'intelligence, si vous voulez. Et donc, il y a quelques papiers dont je dois dire, je ne suis pas très convaincu, qu'il y aurait plus de gènes impliqués dans la cognition et l'intelligence sur le chromosome X humain. Il y a eu des études de transcriptome ils ont regardé quels ont été les gènes exprimés dans le cerveau, et ils trouvaient qu'il y avait une plus haute proportion de gènes du chromosome X qui sont
exprimés dans le cerveau que de gènes d'autosomes. Et dans ce papier, dans Trends in Genetics, il fait des hypothèses évolutionnistes en disant que si on a des variants sur le chromosome X dans différents gènes qui donnent un avantage sélectif parce qu'ils donnent une plus grande intelligence ou capacité à s'adapter à l'environnement, puisque l'intelligence, c'est ça, c'est pouvoir s'adapter de manière optimale à son environnement, eh bien, le fait que ces gènes soient sur le X donne un avantage sélectif parce que les garçons auront plus facilement la combinaison de gènes qui donnent cette capacité accrue, et donc ceci serait un avantage sélectif darwinien. Je dois dire que je suis pas du tout convaincu par cette argumentation, mais enfin bon. Alors maintenant que vous savez qu'on entre dans l'ère du séquençage haut débit, d'ailleurs, je vous annonce que au mois de mars, une partie de mes cours et une table ronde aura lieu sur les effets du séquençage haut débit sur des aspects de dépistage et de diagnostic de maladies génétiques au niveau de la population et les problèmes éthiques que ça pourra apporter. Mais là, on en est encore à comprendre le retard mental ou l'autisme. Et donc ce séquençage à très haut débit, depuis, je dirais, 1 an ou 2, bouleverse complètement l'analyse du retard mental et de l'autisme, puisqu'on ne fait plus l'analyse d'un ou de quelques gènes dont on sait a priori qui sont impliqués, mais on peut faire l'analyse systématique, c'est ce qu'on appelle l'exome sequencing, le séquençage d'exomes, ou même bientôt ça va être le séquençage total du génome. Séquencer donc l'ensemble des gènes, en tout cas, codant pour des protéines, chez des personnes avec retard mental ou avec autisme. Et là, c'est ce premier papier, donc vous voyez, décembre 2010, vous voyez, c'est pas vieux, c'est un papier qui a fait énormément de bruit, de manière justifiée, puisqu'ils ont pris 10 patients avec un retard mental sévère, et ils ont séquencé quasiment tous les gènes codant pour des protéines. Donc ce n'est pas tout le génome, c'est seulement 3% du génome, mais c'est les 3% du génome qui codent pour des protéines. Donc c'est ce qui est en principe, le plus important. Et en fait, ils n'ont pas seulement séquencé les enfants, ils ont séquencé les 2 parents en se disant qu'il y a peut-être une partie importante du retard mental sévère, sporadique comme ça, ce n'étaient pas des cas familiaux, qui est due à des néomutations, c'est-à-dire les parents n'ont pas la mutation et l'enfant a une mutation qui va entraîner un retard mental. Donc, sur ces 10 trios, 2 parents plus un enfant, ils ont séquencé à chaque fois le trio, en cherchant est-ce qu'il y a des néomutations. Et dans 7 cas sur 10, ils ont trouvé des mutations survenues de novo, et dont ils ont de bonnes chances de penser, ou même dans certains cas ils sont certains, qu'elles peuvent être causales du retard mental chez ces enfants. Mais c'est encore une toute petite série. Sur ces 10 cas, dont 7 avec des mutations, il y avait 2 mutations de gènes sur le chromosome X. Mais, comme dit, c'est quand même une toute petite série. Ils sont en train d'en faire beaucoup plus. Je crois qu'ils veulent en faire plusieurs centaines. Et donc, on aura, c'est des gens de Nimeg, donc on aura des résultats probablement. Mais alors, pour l'autisme, je vous avais dit, l'autisme, le biais masculin est encore plus fort que pour le retard mental, disons, sans autisme spécifique. Donc, qu'est-ce qu'il y en a pour l'autisme ? Alors, pour l'autisme, ça devait être 2003-2004, il y a eu 2 papiers français tout à fait intéressants, par Thomas Bourgeron d'une part, et par le groupe de Tours, ou d'Angers, d'autre part, Frédéric Lemonnier, qui ont trouvé dans des
ici des petites familles avec deux autistes, ici et là, des mutations dans des gènes liés au chromosome X, et en plus qui codent pour des protéines d'adhésion synaptique, donc des protéines d'adhésion localisées au niveau de la synapse, donc on peut se dire qu'elles jouent un rôle dans la fonction synaptique importante. Et donc Thomas Bourgeron, dans un article de Nature Genetics, pour ces gènes qui s'appellent neuroligine, il y a deux gènes sur le chromosome X, neuroligine 3 et neuroligine 4, c'est des gènes qui codent pour des protéines qui se ressemblent. Il trouve une mutation qui est présente chez ces deux atteints, pas chez le normal, qui est présente chez la mère, mais qui n'est pas présente chez la grand-mère, en tout cas. Et donc, on peut se dire qu'il y a une mutation de novo. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une forme d'autisme avec retard mental. Ça, c'est une forme d'Asperger. Donc ça, c'est une mutation tronquante, mutation stop. Dans une deuxième petite famille, il trouve une mutation faux sens, mais qui touche à un résidu très très conservé dans cette protéine, donc, dont on peut se dire qu'elle est fonctionnellement importante. Et là aussi, de nouveau, ça c'est autisme avec retard mental, et ça c'est autisme de haut niveau. Alors déjà, ça suggérait que, en tout cas dans ces deux familles, une même cause génétique, une mutation dans ces gènes neuroligine 3 ou neuroligine 4, pouvait entraîner soit une forme d'autisme avec retard mental, soit une forme d'autisme simplement avec dit de haut niveau, de syndrome d'Asperger. Donc Frédéric Lemonnier et collègues publient quelques mois plus tard. Alors là, eux, ils sont partis d'une grande famille qu'ils avaient identifiée comme étant une famille de retard mental lié au X. Sauf qu'en faisant systématiquement l'analyse clinique de ces patients, et ils trouvent que certains des patients ont un retard mental sans autisme, ou d'autres un retard mental avec autisme, mais que tout ça, c'est la même mutation, donc suggérant aussi que finalement une même mutation peut vous donner de l'autisme avec retard mental, de l'autisme de haut niveau sans retard mental, ou c'est toujours dans un des gènes neuroligine, ça c'était dans neuroligine 4, ou du retard mental sans autisme. Donc montrant que ces catégories phénotypiques cliniques ne sont pas peut-être aussi imperméables les unes des autres que l'on pourrait penser. Je vais continuer rapidement, puis on va peut-être prendre 5 minutes de pause, parce que, effectivement... Alors, là, de nouveau, les techniques de séquençage devenant plus performantes, ce n'est pas encore du Next Generation Sequencing. Il y a un article, enfin, ou plutôt deux articles d'ailleurs. Là, je me suis trompé, il y a un petit problème. Bon, ça aurait dû être enlevé. Un article d'un groupe de Montréal, de Guy Rouleau, qui a séquencé 111 gènes du chromosome X qui codent pour des protéines synaptiques, et chez 142 patients avec autisme, dont évidemment un excès de mâles, 120 mâles pour 20 filles. Et en fait, c'est caché là parce que j'ai fait une erreur de copier-coller. J'ai oublié de noter ceci. Le résultat des courses, c'est qu'il ne trouve que des mutations causales, au mieux dans 3 patients, peut-être une ou deux qui pourraient être impliquées en plus, mais dont ils ne sont pas la preuve. Et en plus, 2 des mutations qu'ils ont trouvées sont chez des filles. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose sur le chromosome X. Le même groupe a publié en même temps, ça fait partie du même travail quand même, et c'est intéressant, bien que dans une mutation, alors frame shift, c'est-à-dire qui est vraiment une mutation tronquante qui change la phase de lecture du gène. Dans ce gène UPF3B, en fait, c'est un gène qui est impliqué
dans le métabolisme des ARN messagers, donc ce qu'on appelle le nonsense mediated mRNA decay. Donc c'est quelque chose un mécanisme qui vérifie que les ARN messagers sont corrects, et s'ils ne sont pas corrects, on les détruit. Et alors pourquoi j'ai pris cet article de Molecular Psychiatry en 2010 ? Parce que là aussi, il retrouve cette mutation dans 2 frères atteints, mais l'un atteint de ce qu'on appelle un Autistic Syndrome Disorder, et l'autre que les psychiatres ont appelé, et c'est des bons psychiatres quand même, Childhood Onset, une schizophrénie à début dans l'enfance. Donc là, maintenant, on avait retard mental, on avait, avec ou sans autisme, on avait autisme de haut niveau, avec les mêmes gènes, et là, on a même gène muté, dans un cas d'autisme ou de schizophrénie avec début dans l'enfance. Et donc, à l'heure actuelle, maintenant, il y a des gens qui, ça c'est un papier du mois de juin 2011, donc vous voyez, tout récent, qui commencent à faire cet exome sequencing, donc sur des trios, cherchant des néomutations pour l'autisme, pour la schizophrénie, etc. Et dans ce papier-là, ils sont déjà passés à 20 familles analysées d'autisme, et eux ne trouvent, ça c'est la liste des néomutations qu'ils ont trouvées, et dont au moins certaines, pas toutes, peuvent être effectivement des mutations causales, d'autres sont simplement probablement des mutations sans effet particulier, mais en tout cas, aucune mutation de novo du chromosome X retrouvée. Donc, conclusion, du retard mental de type monogénique, ça peut expliquer au mieux un tiers de l'excès de garçons pour le retard mental. Ça explique encore beaucoup moins en pourcentage pour l'autisme. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce qui peut expliquer l'autisme ?